Marianne, on reste bien tendu, il y a 2-3 trous là. On va attaquer par la petite fissure fine là, et on va traverser pour aller chercher la grosse fissure. C'est vraiment un lieu de partage et de transmission, la montagne. Et je pense que le guide, il incarne ça. La profession guide de haute montagne est devenue un passage obligé pour le développement de la station. Un guide de haute montagne, c'est une personne qui nous emmène en montagne pour faire de l'escalade, du ski de randonnée. C'est une personne qui encadre des gens pour aller en montagne dans des falaises, pour pas se faire mal, qui sachent où ils sont et où ils vont. Dernière longueur, Marianne. Ah, super. Tu vas voir, elle est super belle. Tu m'as menti tout à l'heure. Elle est super belle. Les Alpes, elles ont toujours été fréquentées, très tôt parcourues par des individus qui étaient peut-être un petit peu plus curieux, un peu plus audacieux que les autres. Et parmi ceux-là, on va trouver les premiers guides. Il y a un gros trafic sur les cols des Alpes à partir du Moyen-Âge, en particulier depuis l'Allemagne jusqu'à l'Italie. Donc pourquoi ? Tout bêtement parce qu'il y a Rome. Rome, c'est la capitale du monde occidental. Donc il y a souvent des ambassades, il y a des commerçants, il y a des tas de gens qui passent les cols pour aller en Italie du Nord. Tous ces voyageurs qui sont la plupart du temps issus de la noblesse, connaissent rien du tout au passage du Grand Saint-Bernard ou du Petit Saint-Bernard. Donc quand ils arrivent au pied de la montagne, ils font appel à des montagnards locaux. Ce sont eux qui vont les guider. Il faut bien penser que passer l'école à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de route, il n'y a même pas de chemin. Il y a un cheminement qui est connu des seuls locaux, puisqu'ils y vont à la chasse ou faire des cueillettes ou ramasser des cristaux. On les appelle les marrons. Ils avaient une espèce de pelle-bêche dont ils se servaient pour dégager la neige sur les sentiers, puisque c'était dans des pentes, donc il y avait du danger. Donc ils aménageaient pour les voyageurs, ils dégageaient la neige sur le passage. Et cet outil, ils appelaient ça la mare, d'où les marrons. Alors, les premiers touristes, c'est de 1740-1741. C'est deux Britanniques qui arrivent à Chamonix et qui veulent voir les glacières, car les glacières descendaient jusque dans la vallée. Les Chamonniards les ont accueillis avec une certaine gratitude. Ils sont montés voir la mer de glace, ils sont repartis à Genève, et là, ils ont commencé à faire de la communication sur l'exception de la vallée, et ça a commencé comme ça. Le métier de guide va être créé par le besoin, en particulier des scientifiques, d'aller voir plus haut. C'est ce qui va finalement mener à une aventure qui va durer 20 ans, l'ascension du Mont Blanc. À l'origine, on a donc un savant genevois, Horace Bénédicte de Saussure, qui va s'intéresser aux montagnes, qui voit depuis Genève, et il va lancer le challenge. Ouvrez un chemin vers la cime du Mont Blanc, que je puisse monter faire des expériences. Alors, ceux qui vont s'y intéresser sont des montagnards locaux, attirés par la récompense promise par Saussure, mais certainement aussi par esprit d'aventure. Ils vont échouer pendant 20 ans, tout bêtement parce qu'ils ne veulent pas passer une nuit sur les glaciers. Ils sont persuadés qu'on ne peut pas survivre à une nuit sur les glaciers. Et ce qui va déclencher la première ascension du Mont Blanc, c'est le fait que l'un d'eux, Jacques Balmat, se perde à la descente d'une tentative, et puis il passe la nuit sur le glacier. Et lui, il sait que il fait froid, c'est pas très agréable, mais on en ressort vivant. Donc Jacques Balmat, quand il va redescendre, il va se mettre d'accord avec un notable
de Chamonix, le docteur Paccard, qui est un petit peu le saussure local. Il est médecin, donc il est éduqué. Jacques Balmat, de ce fait, va devenir le premier guide, puisqu'il est celui qui connaît le mieux la route pour aller au Mont Blanc, il est celui qui détient le savoir, et il va emmener le docteur Paccard. Il va devenir guide une deuxième fois, en 1787, Horace Bénédicte de Saussure, il veut monter à son tour. C'est un noble, c'est un personnage de la haute société, il ne va pas se déplacer tout seul. Donc il faudra pas mal de guides. Jacques Balmat transmet son savoir à ses collègues. Après, dans les années 1820, il y avait une trentaine de guides dans la vallée. Et donc on a créé la compagnie des guides de Chamonix. Parce qu'il y avait eu un accident terrible au Mont Blanc, mais aussi parce qu'il y avait un certain flou dans la profession où les professionnels allaient jusqu'à Genève démarcher le client. Donc à partir de là, il fallait structurer la profession. Le métier de guide de haute montagne est devenu un passage obligé pour le développement de la station. Jusque dans les années 1900, là est arrivé un événement fondamental, c'est la découverte du ski. Les Norvégiens nous ont apporté du ski. En 1924, on fait les premiers Jeux olympiques à Chamonix. Et là se développe le produit, entre guillemets, le produit ski, qui va transformer la profession, puisque maintenant, les guides, ils font presque 50% de leur travail l'été et 50% de leur travail l'hiver. Et la fréquentation touristique de la vallée, c'est bien aussi 50% l'été, 50% l'hiver. Ça va, t'as passé une bonne nuit? Ouais, bien dormi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au col de Thorens. On va monter sur le glacier de Chavière, aller jusqu'au col de Gébroula. Après, on va descendre le glacier de Gébroula en direction du col du Borgne. On remettra les pots. Après, on descend le glacier du Borgne pour arriver dans la vallée de Méribel. Voilà, allez, on enlève les skis, on va mettre les pots. Un guide, c'est une personne qui m'emmène en toute sécurité en montagne. Et du coup, je peux profiter pleinement de la journée, du paysage, me libérer de tout le stress lié à la sécurité. Et d'autant plus qu'il y a plein de choses que je ne suis pas capable de faire toute seule, je ne suis pas assez autonome. Il y a une relation particulière qui se noue entre le guide et le client. Patrick, je le connais depuis plusieurs années, on a fait plein de courses ensemble. On connaît nos familles mutuellement. C'est hyper agréable d'aller en montagne avec quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance. Et on partage, je pense que pour lui aussi, c'est une super journée. Allez, une petite aise, t'enlèves les skis du sac. Ok. Pascal, les pots, tu vois comme on va remonter tout à l'heure, pour les garder un peu au chaud et tout, tu les mets dans la veste. D'accord. Bah, l'avantage aussi, c'est que Patrick, il connaît mes défauts. Il sait par exemple que au niveau cramponnage à la descente, je lui ai fait une belle jolie glissade un jour, donc maintenant il se méfie. Il sait que sur certaines choses il peut me faire confiance, que je suis assez autonome, je sais mettre mes crampons, je sais mettre mes skis sous le sac, je ne vais pas faire trop de bêtises, mais bon, il est quand même vigilant. Je pense qu'un guide peut devenir un ami. Après, je pense que ça reste son métier. Et moi, je reste le client, donc chacun doit quand même rester à sa place, surtout quand on fait une course. Et je considère Patrick comme un ami. Pour devenir guide, il faut d'abord être passionné. Le jeune qui veut se diriger vers cette profession va d'abord pratiquer la montagne pour lui, se faire une liste de courses. Une fois qu'il aura la liste de courses qui répond aux critères qui sont demandés, il pourra présenter cette liste pour s'inscrire au probatoire. Le probatoire dure 2 semaines. Une semaine d'épreuves techniques qui commence par le ski, à la montée comme à la descente, puis épreuve de rocher, de glace, de terrain varié et un parcours d'orientation. Si les candidats ont validé cette première semaine,
ils peuvent suivre la 2e semaine de probatoire qui, elle, a lieu en montagne. C'est des courses d'alpinisme qui permettent de contrôler et de valider le choix qui a été fait la première semaine. La formation s'organise autour de 5 stages au total et s'étale sur 3 ans et demi. Elle se déroule en alternance, c'est-à-dire que les stagiaires vont venir faire des périodes de stage à l'ENSA et entre ces stages, ils vont avoir des sorties à faire avec un tuteur. Le tuteur est un guide qui a 6 ans d'expérience au minimum et qui va pouvoir prendre un jeune aspirant guide pour lui enseigner les ficelles du métier. Pour se présenter au stage de guide, ils doivent réaliser une liste de courses en amateur, en professionnel et également des courses avec leur tuteur. Ils peuvent après se présenter donc au stage de guide l'année suivante, qui commence par un module de raid à ski, puis 3 semaines de stage estival. Si tout se passe bien pour ce stagiaire, après 3 ans et demi de formation, il obtient son diplôme de guide et rejoint la grande famille des guides en obtenant la médaille UIAGM, l'Union internationale des associations de guides de montagne, 7000 guides de par le monde. La mémoire qu'on a d'une course en haute montagne, pour le client parisien que je suis, qui bien sûr je suis habitué à la montagne, mais moi j'y passe pas 100 jours par an, eh ben, c'est des souvenirs impérissables. Ça imprime la mémoire, ça imprime la rétine d'une façon extrêmement puissante et ça participe vraiment à l'édification de la vie d'homme. Ok, partendo verso le 4, alle 6:15, 6:30 quando viene il giorno siamo più o meno a metà della cresta. Sì, tanti ragazzi. La peur fait quand même partie du truc. Je veux dire, on se prend pas une corde au-dessus du vide, dans de la neige, de la glace, à 4000 mètres d'altitude, sans un minimum d'appréhension, au moins d'extrême vigilance. Et est-ce que cette peur-là exerce un attrait sur moi? Oui, sans doute, parce qu'elle a un caractère un peu initiatique et qu'on va en haute montagne comme on passe parfois des étapes. Cette extrême vigilance, elle participe aussi de l'hyper-présence jouissive qu'on a à l'effort qu'on est en train de faire. C'est pas neutre, on est vraiment à ce qu'on fait aussi parce qu'il y a cette trouille.
Eccolo Vetta! Bravo! Grande! Là, presque sauvé jusqu'à ici. Qua si nota, Dai, butta. Se no diagonalmente. Bien Anouk, ça va? T'es en forme? Ouais. T'as grimpé récemment? J'ai grimpé 2 semaines à Kalymnos, là en Grèce. D'accord. Et qu'est-ce que tu as grimpé comme niveau d'escalade à Kalymnos? Ouais, 6B, 6C. Parfait. Oh bah ça devrait bien aller là. Là j'ai envie de faire une grande voie à Chamonix. Super. Ouais, bien, te servir du piolet. Après, faut que tu vas voir, faut coiffer par-dessus ce gros bloc là. Il n'y a pas grand chose à prendre. Je vais t'aider, il faut aller mettre les mains par-dessus, tu vois, ce gros bloc derrière, tu vois. Derrière à main gauche. Main gauche, hein, ça c'est ta main droite. Voilà. Et là, voilà, il faut vraiment que tu montes tes pieds sous le surplomb et que tu viennes mettre ton coude, ton genou gauche où tu as ton coude gauche. Bon, bah dis donc, tu t'es bien débrouillé avec les chaussures de ski, hein. Chapeau. J'ai déjà fait du sport là. Je pense qu'il faut aussi, quand on suit un guide depuis longtemps, choisir des projets qui plaisent à tout le monde. Aux clients, mais aussi aux guides. Encore une fois, on forme une cordée. Il faut qu'il y ait un peu un enthousiasme réciproque. Les projets peuvent venir du guide parce que lui aussi, il a le droit, sinon une forme de devoir à l'enthousiasme. Et moi, j'aime bien sentir que Philippe me propose un truc qui va lui faire plaisir à lui aussi, où il est peut-être pas allé, jamais allé, ou alors il y est allé mais il y a longtemps, ou trouver un truc qui l'explose. J'espère en tout cas, et je crois que c'est le cas, hein, que quand il fait un choix de course, quand il propose, ça lui plaît à lui aussi. Traverser, puis il faut aller choper les cailles là. Parfait. Regarde, décale-toi là. Voilà. On est des. Merci. Bravo, Anne. Ouais, rapide finalement. Ouais, t'as super bien grimpé. Bon, du coup, au niveau du matériel de sécurité, vous avez tout, pelle, sonde, Arva. On a tout pris, ouais. Ouais, les batteries pleines. Ouais. Batterie pleine, ouais. Ok. Donc vous mettez tous en réception et vous passez un par un devant moi. Ok, c'est bon. C'est bon pour toi? C'est bon. Tu peux aller où? Je suis née dans une famille de montagnards. En fait, j'ai eu plutôt une grosse pratique amateur avant de vouloir en faire mon métier. C'était pas forcément une fin en soi à la base. Le métier de guide au féminin, du coup, je pense qu'il est tout à fait possible. Il faut juste l'adapter, l'adapter par rapport à notre forme, à notre force, à notre condition physique. Pour l'instant, en tout cas, je fais ça à l'année. L'hiver, l'été, ça me plaît. Et voilà, j'arrive à le gérer correctement.
un choix délibéré d'être en montagne avec une femme guide. J'ai déjà eu des aventures à la Lande du Géant il y a quelques années. Et, le fait d'avoir été gérée par une femme et par l'empathie, ça avait vraiment atténué le problème. Sur le terrain, on a le même sac, on fait la même course. Après, c'est vrai que c'est un des seuls diplômes d'État où il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons. Super Philippe, regarde. Pied du Grand Bleu, pas de vent aujourd'hui. Le soleil va pas tarder d'arriver. Et puis là, on s'est organisé avec l'autre cordée, tu vois, le Polo et son client, ouais, qui vont aller à gauche. Du coup, comme c'est large, on attaque sur la droite. On va pas du tout s'arroser. Ouais, on va suivre leur trace là pour aller sur la terrasse. Et puis, on refera une terrasse plus à droite et on grimpera à l'aplomb de son client là. D'accord, ok, ça marche. Ça va être super. Sûrement un peu cassant, mais donc je me décalerai bien pour pas que tu sois à l'aplomb dessous. Une des plus grosses menaces qui pèsent sur le métier de guide et sur l'alpinisme par conséquent, c'est le contexte sociétal d'aujourd'hui qui veut qu'on n'a pas droit à l'erreur. En cas d'accident, aujourd'hui, le guide va être attaqué. Il va y avoir une recherche des causes, ce qui est parfaitement légitime, d'analyser après coup ce qui ne va pas. Et par contre, le guide est vite la cible d'une enquête dont on a l'impression souvent qu'elle est menée exclusivement à charge. Une fois qu'on a dit que la cordée était menée par un professionnel, on a tout dit. Un professionnel, c'est zéro défaut. Tant qu'on n'aura pas des robots pour faire des guides, il faudra admettre qu'à un moment, on n'a pas toutes les cartes en main. Et ça a toujours été. Par contre, pendant 2 siècles, en gros, la cordée guide-client, elle a fonctionné sous le régime de la responsabilité partagée. Il faudrait continuer à faire appel à cette notion qui est importante, dans la mesure où personne, et surtout pas les guides, ne force les clients à venir avec eux. Le client, il vient de son plein gré. Je peux pas me tenir à distance trop longtemps de la montagne, c'est pas possible. Non mais il y a quelque chose qui relève, et je le vois bien chez moi comme je le vois chez d'autres. On appelle ça la passion, parce que voilà, étymologiquement, ça vient du patior, le verbe souffrir, etc. Puis il y a une forme d'exclusivité que j'aime pas, parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, mais je suis passionné de montagne au sens où effectivement, on peut aussi parler d'addiction, mais ça me plaît pas non plus. J'ai un attachement qui est singulier. En fait, j'aime la montagne, je suis amoureux de la montagne. Et comme quand on est amoureux, on a envie de voir celui ou celle qu'on aime. Et moi, je peux pas me tenir à distance trop longtemps de la montagne. Et voilà, je trouve toujours des prétextes pour y aller. D'abord, j'ai acheté un chalet. Voilà. Et ensuite, je multiplie les activités qui me donnent l'occasion d'y retourner. En fait, c'est comme en amour, hein. Plus on voit et plus on aime. Et moi à Chamonix, là, quand j'arrive en bagnole dans la vallée de Chamonix, à chaque fois, c'est vraiment la même émotion, et même une émotion de plus en plus grande, parce que je trouve que ce paysage est absolument phénoménal. Là, les 3000 mètres de parois qu'on a devant la tronche, ça continue pour moi d'être, je sais pas, d'être quelque chose, voilà, on appelle ça le sublime, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui à la fois est commensurable parce qu'on y a grimpé, et en même temps nous échappe totalement. Super cascade, hein, bonne condition de glace, nickel, moi j'ai bien aimé, ouais. Ouais. C'est bien que tu en aies fait quelques-unes avant déjà, hein. Et là on est parti pour en faire, pour continuer, hein, vu qu'il y a c'est le début de la saison alors. Bah ouais, c'est le début de la saison. Bruno, merci. Super. Top.
Hey, salut Oscar. Ciao, Comment bonjour, tu vas bien? Ah, bien, super. Bonne journée aujourd'hui. Ouais, superbe. Hein. Tiens, tu as un peu des infos sur la Brème? Je vais aller à la Touronne et puis descendre sur la Brème. Juste au début, tu as vrai des neiges un peu dures. Ouais. Mais quand tu arrives, le soleil, ça va réchauffer beaucoup. Ouais, il fait chaud hein, aujourd'hui. Mais tout en bas, c'est tout. En bas, c'est bon. Hein. Bon, bah, Si on regarde un peu le développement touristique et l'histoire des guides, on s'aperçoit quand même que le guide a toujours été un acteur touristique tout au long de ces 250 ans d'histoire. Et aujourd'hui, peut-être que son influence s'affaiblit un tout petit peu. Mais il a toujours été un acteur touristique et toujours un protecteur du site ou de son territoire ou de ce qu'il se passe sur son territoire. Il faut bien prendre confiance dans ses crampons, bien mettre les pieds à plat. À partir de là, le guide est devenu un membre entier de la communauté qui fait qu'il est un référent sur la destination et il est un référent aussi sur le développement de la station ou sur les projets de la station. Donc là devant nous on a le Mont Blanc là-haut, Mont Blanc de Courmayeur à droite. Après on a la Blanche de Potré, la petite pointe en dessous c'est la Guguillervina. Ouais. Les deux pointes dans la brèche c'est les Dames Anglaises. Et là-haut la Noire de Potré. Alors le sommet est juste là. Et tu vois la Vierge là-haut posée sur le plat? Ouais. On va lui faire un petit bisou. Allez. Plus que 20 mètres mais il y a un peu de rocher. Donc on ne pourra pas les skier, on va poser le sac ici. J'attends un peu là, je monte au sommet. Vas-y, tu montes tranquillement dans les marches. Et voilà. Ça le tient au moins? Le sommet de la Touronde. Ça m'allait faire un truc sérieux. Ouais. Bonne idée. Maintenant qu'on est là. Donc là, il n'y a pas de consigne particulière. On skie toujours en décalé, hein. Je fais mon virage, tu fais ton virage, que je puisse te regarder quand tu fais ton virage. Et lui, le guide, il a toujours en tête son territoire et la protection de son territoire. Donc il a une sensibilité environnementale qui est parfois cachée, mais parfois qui s'exprime un peu violemment, mais c'est une survie qu'il développe. Le guide arrive sur entre guillemets, le marché avec un bagage technique très très important. C'est reconnu dans le milieu alpin que le guide est une référence pour tout ce qui est décision montagne et il est influent dans toutes les sphères de la société. Lui, par contre, quand il arrive, il doit avoir quelques clients et trouver quelques clients. Pour ce faire, il doit parler anglais, il doit être adepte de tous les réseaux sociaux, il regarde ce qui se passe sur les plateformes qui sont en train de se développer, il s'interroge sur l'ubérisation du métier, entre guillemets, et il s'interroge aussi sur la pratique qu'il va avoir. Et après, tu te poses quelques questions sur la suite du métier, sur ce que tu fais dans ce métier, et puis comment tu vas évoluer. Et à partir de là, tu te rends compte que les clients que tu as eus au départ, tu les as gardés, qu'ils ont vieilli en même temps que toi. Tu deviens à la fois un coach sportif, un coach moral, un coach psychologique. Ta relation avec ton client se transforme. L'avenir des guides, il est aujourd'hui à la fois une grosse interrogation et à la fois quelque chose qui doit pouvoir s'imaginer. Alors la pratique sur le terrain, elle devient problématique du fait du changement climatique. Les glaciers qui reculent, les moraines qui deviennent de plus en plus hautes et instables, donc des accès qui deviennent difficiles. Bon, ça, c'est pas vraiment nouveau. C'est depuis 1850 que les glaciers reculent. Le glacier du Rhône, en 1850, il arrivait dans la vallée, et en 1980, il était déjà au fond de son cirque.
Néanmoins, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, il est clair que les glaciers baissant, ce qui fait la joie des cristalliers, mais pas forcément de l'activité de masse que peut être le tourisme dans la vallée. Quand on voit apparaître une rimée sur l'arête de l'aiguille du Midi, ou quand on voit ce qu'est le couloir du Goûter de temps en temps, quand il commence à faire chaud, quand on voit que l'isotherme zéro est à 5000, ça nous pose quelques questions. On ne peut pas prédire à quel point les hauts massifs comme le massif du Mont Blanc vont subir une déglaciation. C'est vrai que ça va rendre certaines courses plus délicates. C'est vrai que ça restreint les périodes où les courses sont faisables. Alors on observe déjà qu'il y a des courses dont la pratique s'est déplacée dans la saison. Ça impose à la société de regarder un peu quand on peut faire de l'alpinisme en meilleure sécurité. Que si on a fait le Mont Blanc cette année, c'était très très bon en mai, juin. Ça veut dire que toute l'activité alpine de neige va se décaler au printemps. Pour s'adapter, le guide est très capable puisqu'il a cette liberté, mais il faut que la société aussi s'adapte à ces nouvelles conditions. Donc ça veut dire que les remontées mécaniques ne ferment plus au printemps et fermeront plutôt... pas au mois d'août, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront voir la fonte des glaciers, la mort annoncée de la fonte des glaciers. Il y aura toujours le Mont Blanc sera toujours blanc. Quand c'est bon, il faut savoir sauter dessus. Donc, ce qui est difficile, c'est à distribuer l'activité dans le temps. Et on fait bien de la cascade de glace en hiver, du rocher à l'automne, ça a toujours été. Hein. On a toujours commencé le mois de juin dans les couloirs des Faces Nord et fini au mois de septembre dans les Dolomites. On voit bien le sommet de la Petite Verte ici. On va traverser dessous sous des vires. On va pas aller au sommet de la Petite Verte. On va traverser dessous. On va rester sur le versant Chamonix pendant 1 heure ou 2 par un système de vires. D'accord. Ah, faut pas tirer sur tout ce qui vient. Tu as notre bivouac qui est juste là-bas, 20 mètres plus loin. Vas-y, tu peux y aller. Une fondue au sommet de la tour carrée. Et voilà. Comme ça, on aura bien des forces pour faire tout ce qui nous reste jusqu'au sommet de la Verte demain. C'est quand même magnifique. Ouais, des belles couleurs, hein, là, ouais. C'est vraiment beau, les brumes avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Le dominer comme ça, tout là, une vue comme ça, c'est incroyable. J'ai eu mon réveil à 4 heures. Ok. Et au lever du jour, on essaie de tout de suite partir. D'accord. Alors, Marianne, t'as bien dormi? Écoute, pas trop mal, hein. Je m'attendais à moins bien dormir, j'ai pas eu froid. T'as pas eu froid du tout? Non. Non, c'est une super nuit. Attention de pas te brûler, c'est super chaud.
Quand on est de la montagne, quand on est de Chamonix, quand on habite près d'un massif de haute montagne, on se rend plus compte, mais quand on vient de Paris, c'est des sensations à reprendre. C'est justement la notion du risque, la notion de l'engagement à laquelle il faut se réhabituer. Et du coup, ce sont des moments où on est exposé, je veux dire, à des sensations qui s'en foutent forcément la trouille, qui procurent un sentiment un peu extrême. Et c'est ce sentiment extrême qui donne une espèce d'hyper-présence à soi dans les moments où on grimpe et qui rend ces moments, je veux dire, extraordinaires et singuliers. C'est-à-dire que la mémoire qu'on a d'une course en haute montagne, pour le client parisien que je suis, qui, bien sûr, je suis habitué à la montagne, mais moi, j'y passe pas 100 jours par an, c'est des souvenirs impérissables. C'est vraiment des moments qui sont très, très singuliers humainement. La dent blanche, c'est ça, hein? Dans mon imaginaire à moi, comme dans celui de plein d'autres apprentis montagnards, parce qu'on a lu Gaston Rébuffat, Les 100 plus belles, quand on sait que quand on fait la verte, on redescend montagnard. Et donc, j'ai vécu cette onction, qui est un peu symbolique, cette onction haute montagnard en montant à la verte par le Whymper et en redescendant de la verte, parce que Rébuffat dit bien que ce qui est important, c'est pas d'arriver à monter la verte, c'est d'arriver d'en descendre. Ce qui, moi, m'a paru un prodige de descendre la verte. Là, les premiers pas qu'on fait dans le couloir face à la pente, j'avoue que même aujourd'hui, je pense que je serais pas à mon aise. Tu vois mon père qui a fait beaucoup d'alpi, c'est son regret, c'est de ne pas avoir été au sommet de la Verte. Ça y est, on y est. T'es contente? Ouais. Trop contente. C'est beau? C'est trop beau. Je l'attendais celle-là. Hein. Ouais, super man, t'as bien marché. Hein. Parce qu'avec 2 grosses journées plus le bivouac, c'est bien parce que t'arrives au sommet fraîche. On va pouvoir aborder la descente sereinement. Il nous reste encore une grande descente. D'accord. Donc c'est bien d'arriver fraîche comme ça. Alors maintenant, on va descendre par l'arête du Moine. C'est dans cette direction là. Ouais. C'est la seule voie de descente possible en ce moment parce que le Whymper c'est plus en condition. C'est une longue course de descente. On va partir tranquillement, tu passeras devant, moi je t'assure derrière la corde. D'accord. Tu fais bien attention à ton cramponnage, bien concentré où tu mets les pieds, tu fais gaffe de ne pas trébucher avec tes crampons.